Pour des décennies, un mystérieux livre maya est resté intact dans les réserves d'un musée, ses pages remplies de symboles que personne ne pouvait lire. Les chercheurs ont abandonné, croyant que le sens était perdu à jamais. Puis l'IA est intervenue. En utilisant des milliers de scans d'images et des modèles de motifs, elle a commencé à décoder chaque symbole ligne par ligne. Ce qui est apparu était une histoire plus ancienne que la conquête espagnole, une histoire de dieux, de temps et de guerre que personne ne s'attendait à trouver écrite sur du papier d'écorce. Le voyage étrange du codex Maya perdu. Seuls 4 anciens livres mayas sont connus pour avoir survécu. Le Dresden, le Madrid, le Paris, et celui qui a passé une moitié de siècle entouré de doutes, le Codex Maya du Mexique. Les 3 premiers ont été soigneusement conservés dans des bibliothèques européennes pendant des siècles, soigneusement catalogués, réparés et étudiés. Le 4e n'a pas eu cette chance. Il a été mis au jour de la manière la plus étrange possible, et cette histoire est exactement la raison pour laquelle tant de gens ont refusé de croire qu'il était réel. La piste commence dans les années 1960 avec un homme nommé Josus Science, un collectionneur à Mexico. Selon des récits répétés par des chercheurs ultérieurs, 2 hommes l'ont approché en affirmant qu'ils avaient découvert une cachette cachée d'artefacts mayas qu'ils lui ont proposé de montrer, mais seulement sous une condition, le secret complet. Science a accepté. Ils l'ont mis dans un petit avion et l'ont emmené vers les collines basses près de Tortuguero. Ils n'étaient pas autorisés à voir la boussole, donc il n'a jamais su où ils allaient. Lorsqu'ils ont atterri sur une piste d'atterrissage en terre rugueuse, ils l'ont conduit plus profondément dans la campagne, jusqu'à ce qu'ils atteignent une grotte sèche. À l'intérieur, Sions a vu quelque chose d'incroyable, un livre plié fait de papier, d'écorce de figuier peinte avec des lignes et des symboles. Autour, il y avait d'autres objets, un petit masque en bois, un couteau sacrificiel avec une poignée sculptée en poing fermé et plusieurs feuilles supplémentaires de papier d'écorce qui n'avaient pas été peintes. Le tout ressemblait à une scène de film. Pourtant, Sions croyait ce qu'il voyait. Il a acheté le livre, ne sachant pas que cette décision unique lancerait l'un des plus longs débats de l'archéologie moderne. Ces autres objets sont devenus partie du mystère. Des chercheurs ont plus tard confirmé leur existence. Michael Coe, un archéologue de premier plan de Yale, en a écrit en détail lorsqu'il a reconstitué l'histoire. Sions a finalement permis que le livre soit vu en public. Au printemps 1971, il est apparu à New York au Grolier Club dans une exposition organisée par Michael Coe, intitulée Le Scribe Maya et son monde. Pour la première fois, des gens ordinaires pouvaient regarder les pages elles-mêmes. Cette exposition a également donné au manuscrit son surnom, le Codex Grolier. 2 ans plus tard, en 1973, un catalogue détaillé est sorti avec des photographies d'Enrico Ferrarelli. Ces images se sont répandues parmi les chercheurs du monde entier. Le timing de l'exposition n'aurait pas pu être pire. Le Mexique et les États-Unis venaient de renforcer les lois sur l'exportation des trésors culturels. Donc, après la fin de l'exposition et une courte période d'études aux États-Unis, le livre a été renvoyé au Mexique. Les archives de Yale indiquent qu'il est arrivé en 1977 et a été directement mis en stockage profond au Musée national d'anthropologie. À partir de ce moment-là, presque personne ne l'a vu en personne. Pendant les 4 décennies suivantes, il a existé principalement en photographie et en description de seconde main. Les doutes ont commencé presque immédiatement. La première raison était son origine. Il n'avait pas été découvert par des archéologues lors d'une fouille documentée. Il provenait de pillards et d'un collectionneur privé. Dans les cercles académiques, c'est un drapeau rouge instantané. La deuxième raison était son apparence. L'œuvre était simple. Des figures audacieuses de petits groupes de chiffres et presque pas de texte. Comparé aux pages chargées et complexes des codex de Dresde et de Madrid, celui-ci semblait basique. Certains experts ont même qualifié les dessins de maladroits. Ils ont également souligné des détails techniques qui les ont rendus suspicieux. Quelques pages montraient de légères lignes de croquis rouges sous les figures, quelque chose que certains experts pensaient qu'un artiste maya ancien aurait couvert. D'autres ont remarqué des bords droits nets sur les pages comme s'ils avaient été récemment découpés. En 1975, J. Eric Thompson, l'un des mayaïstes les plus respectés de son temps, a déclaré que le livre était un faux. Pendant des années, la plupart des chercheurs ont automatiquement rejeté le codex. Cela a changé au milieu des années 2000 lorsqu'une nouvelle génération de chercheurs a décidé de jeter un autre regard. La percée clé est venue d'une équipe de 4 personnes. Stephen Houston de l'université Brown, Michael D. Coe et Mary Miller de Yale et Carl Taub de l'université de Californie Riverside. Ils ont réexaminé chaque critique une par une.
En utilisant des tests modernes, ils ont analysé les pigments, les fibres de papier et même les motifs de vieillissement. Leur conclusion était audacieuse. Le codex était authentique et plus ancien que les autres livres mayas survivants. En septembre 2016, l'université Brown a publié leurs résultats suivis quelques mois plus tard par le rapport de Yale en janvier 2017. Ces documents expliquaient pourquoi les preuves montraient que le livre ne pouvait pas avoir été forgé. Ils ont découvert que les peintures étaient faites de minéraux naturels utilisés par les anciens mayas, pas de produits chimiques modernes. Le papier d'écorce correspondait à des échantillons préhispaniques connus. Même l'usure et les taches suivaient des motifs typiques, des artefacts anciens impossibles à imiter de manière convaincante. Pour de nombreux chercheurs, cela a tout changé. Pourtant, une dernière étape restait. Le Mexique lui-même devait décider. Fin août 2018, le ministère de la Culture et l'Institut national d'anthropologie et d'histoire, connu sous le nom d'INAH, ont annoncé leur verdict officiel. Après avoir examiné toutes les preuves, ils ont déclaré le manuscrit authentique. Le codex a été brièvement exposé au Musée national d'anthropologie, mettant fin à des décennies de débats. Pour comprendre pourquoi cela importait tant, il faut comprendre à quel point les livres mayas sont rares. Presque tous ont été détruits lors de la conquête espagnole ou perdus à cause de la chaleur et de l'humidité des tropiques. Ceux qui ont survécu l'ont fait uniquement parce qu'ils ont été emmenés en Europe il y a des siècles et préservés dans des salles à climat contrôlé. Maintenant que son authenticité n'est plus remise en question, voyons comment les scientifiques l'ont prouvé au-delà de tout doute. Comment la science a prouvé que le Codex Maya était réel. Le Codex Maya du Mexique n'est pas un gros livre lourd. C'est plutôt comme un petit carnet fait d'écorce d'arbres pliés en accordéon. Chaque feuille a été découpée dans l'écorce interne d'un figuier, un type de papier appelé amat. Pour le rendre lisse pour la peinture, le fabricant a recouvert les deux côtés d'un plâtre blanc fin. Ce n'est pas le même type de plâtre utilisé dans les 3 célèbres livres mayas en Europe. Ceux-ci utilisent une base de chaux faite de carbonate de calcium. Celui-ci utilise du gypse fait de sulfate de calcium. Cette seule différence est comme une empreinte digitale. Elle indique un atelier différent, une tradition différente et un approvisionnement séparé de matériaux. Les pages survivantes sont assez petites pour tenir dans la main. La plupart mesurent environ 12 cm de large et le plus grand morceau survivant mesure environ 19 cm de haut. De fines lignes de bord rouge montrent que les pages originales étaient un peu plus hautes avant que les dommages ne prennent leur tribut. Lorsque le codex était entier et déplié, il aurait mesuré environ 2-4 mètres de long, à peu près la même longueur que le célèbre codex de Dresde conservé en Allemagne. Cette taille et cette forme correspondent aux véritables techniques de fabrication de livres préhispaniques. Les plis, l'espacement et les proportions des pages s'alignent tous avec la manière dont les anciens livres pliés mayas étaient en sens construits. Rien à ce sujet ne ressemble à une imitation moderne. Dans le laboratoire, les scientifiques ont commencé par la base de plâtre blanc connue sous le nom de couche de fond. Ils ont utilisé des outils non destructifs, ce qui signifie qu'ils n'ont pas gratté ou coupé la surface. Au lieu de cela, ils ont utilisé des faisceaux de lumière doux et des particules pour lire quels éléments étaient à l'intérieur. L'une de ces méthodes s'appelle l'émission de rayons X induite par des particules ou PIX en abrégé. Une autre est la spectrométrie de rétrodiffusion de Rutherford connue sous le nom de RBS. En termes simples, les deux méthodes tirent un faisceau doux à la surface et mesurent ce qui rebondit, fournissant une empreinte chimique du matériau. Plus tard, l'intelligence artificielle a été utilisée pour comparer ces empreintes chimiques à d'énormes bases de données numériques, confirmant que chaque élément correspondait à des matériaux utilisés il y a près de 900 ans. Les tests sur le codex ont trouvé de l'oxygène, du calcium et du soufre dans les proportions exactes que vous attendez pour le sulfate de calcium hydraté. Ils n'ont pas trouvé le carbone que vous verriez s'il était fait de chaux ou de craie. La peinture elle-même s'est révélée tout aussi ancienne. Le pigment noir provenait de suie de noir de carbone, le même que les anciens artistes fabriquaient en brûlant de l'huile ou du bois. Le pigment rouge était de l'hématite, une forme d'oxyde de fer utilisée à travers l'ancienne Mésoamérique. Et sur une page, il y a un bleu brillant, le légendaire bleu Maya. Ce n'est pas juste une couleur, c'est une combinaison chimique de teinture indigo fusionnée dans un minéral argileux spécifique, une formule que les anciens Mésoaméricains ont inventée et protégée pendant des siècles. Les scientifiques modernes n'ont redécouvert comment le fabriquer correctement qu'à la fin du XXe siècle. Aucun peinture moderne ou pigment synthétique n'est apparu nulle part dans les tests. Cela a suffi à écarter l'idée que quelqu'un l'avait peint récemment. Mais les scientifiques avaient encore besoin de savoir à quel point il était vraiment ancien.
Pour cela, ils ont utilisé des tests de radiocarbone, spécifiquement la spectrométrie de masse par accélérateur ou AMS. Les tests de radiocarbone fonctionnent en recherchant le carbone 14, une forme de carbone qui se décompose lentement au fil du temps. En mesurant combien il en reste, les chercheurs peuvent estimer quand le matériau organique, dans ce cas, le papier d'écorce, a été créé. Étant donné que le papier était fabriqué à partir de fibres de plantes vivantes, c'est parfait pour cette méthode. Les échantillons ont été nettoyés à l'aide de 2 procédures différentes pour éliminer toute colle ou saleté qui pourrait interférer. Les résultats des 2 analyses ont pointé vers la même période, la période post-classique précoce, environ entre les années 1021 et 1154, ce qui fait du Codex Maya du Mexique le plus ancien livre lisible connu dans les Amériques, légèrement plus ancien que le Codex de Dresde lui-même. Lorsque ces résultats sont sortis, les chercheurs les ont comparés à tout le reste qu'ils avaient trouvé: le plâtre de gypse, les pigments naturels, le travail de pinceau cohérent, et tout s'est aligné. La façon dont le codex a été fabriqué montre comment les gens l'utilisaient. Comme d'autres livres mayas, c'était une longue bande de papier d'écorce pliée en pages peintes d'un côté et laissées blanches de l'autre. Ce design facilitait la lecture. Un prêtre ou un scribe pouvait déplier quelques panneaux, tenir la bande droite et suivre les scènes de gauche à droite. Vous pouvez encore voir des fissures où le revêtement de plâtre s'est durci et a éclaté avec l'âge. Certaines pages sont encore jointes, tandis que d'autres se sont brisées il y a longtemps. Ces ruptures apparaissent exactement là où un ancien pli s'affaiblirait, pas là où un couteau ou des ciseaux pourraient se couper. Les bords des pages ajoutent encore plus d'indices. Le codex a traversé plusieurs périodes humides et montre des marques de morsures d'insectes qui se sont nourris des fibres. Sous un microscope, les bords semblent festonnés, pas tranchés. Les scientifiques étudiant la surface ont trouvé des traces d'au moins 3 moments distincts où le livre a été mouillé, ce qui, associé aux dommages causés par les insectes et à la manipulation brutale par des pilleurs, explique pourquoi les parties inférieures de plusieurs pages manquent. Le travail de pinceau prouve également une compétence, pas de la maladresse. 2 types de coups apparaissent sur les pages: des lignes larges pour les colonnes de nombres et les signes de jour, et des lignes fines pour les figures et les détails. La main derrière eux était stable et confiante. Chaque page montre le même contrôle pointant vers un peintre ou un atelier formé. Ce n'était pas une copie bâclée faite pour tromper les gens. C'était un vrai livre de travail fait par quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait. Chaque page suit une mise en page claire. Sur un côté se trouve une étroite colonne remplie de symboles de jour et de marques de compte. En haut, des cadres en forme d'anneau avec des barres et des points, le système numérique Maya. Ensemble, ceux-ci guident l'image principale au centre. Le motif se répète de page en page, donnant au livre un rythme facile à suivre. C'est un design pratique efficace destiné à un usage quotidien. Les couleurs principalement noires et rouges avec un bleu vif le rendaient facile à voir dans une lumière tamisée. La surface lisse en gypse gardait les lignes nettes et les rouges vifs même des siècles plus tard. Chaque bord et cadre guidait les yeux du lecteur à travers la séquence. Ce n'était pas une pièce de spectacle. C'était un outil construit pour être utilisé par des personnes qui avaient besoin de suivre le temps, les rituels et les cycles de Vénus. Les secrets chocs cachés dans le Codex Maya. Vénus se déplace dans un rythme si exact que les anciens Mayas l'utilisaient comme une horloge. Ils l'observaient et apparaître, disparaître et revenir toujours. À l'heure. Le Codex Maya du Mexique est construit autour de ce rythme. C'est un guide, une sorte de calendrier qui lie le mouvement de Vénus à ce qui devrait se passer sur Terre. Un cycle complet de Vénus dure 584 jours. Voici comment cela se passe. Pendant environ 90 jours, Vénus se cache derrière le Soleil. Ensuite, elle brille dans le ciel du soir pendant environ 250 jours. Après cela, elle disparaît à nouveau pendant environ 8 jours. Enfin, elle se lève avant l'aube en tant qu'étoile du matin pendant environ 236 jours avant de recommencer le cycle. Additionnez cela et vous obtenez le cycle complet de 544 jours, le battement de Vénus. Et lorsque vous suivez 5 de ces battements, ils s'alignent presque parfaitement avec 8 ans sur un calendrier normal. C'est pourquoi les astronomes mayas pouvaient prédire où Vénus apparaîtrait longtemps dans le futur. À travers l'ancienne Mésoamérique, Vénus n'était pas vue comme une beauté inoffensive dans le ciel. C'était un signal d'alarme. Lorsqu'elle se levait en tant qu'étoile du matin, les gens croyaient qu'elle apportait danger, guerre, maladie, voire la mort. Vous pouvez voir cette idée dans des sculptures, des fresques et les quelques livres survivants de cette époque. L'un d'eux, le Codex de Dresde en Allemagne, montre la même peur dans des scènes vives de batailles et de désastres synchronisés avec la montée de Vénus. Le Codex Maya du Mexique suit cette même logique. Les dessins montrent ce qui se passe, les chiffres indiquent quand.
Pour le lire, vous devez seulement comprendre deux choses. La première est le système numérique barres et points. Chaque point représente 1 et chaque barre représente 5. Ainsi, une barre avec 3 points signifie 8. Deux barres et 3 points et 3 points signifient des 13. La deuxième chose est la colonne verticale des noms de jours qui descend sur un côté de chaque page. Ces noms proviennent du cycle sacré de 260 jours que les Mayas utilisaient pour les rituels. En haut de chaque page à l'intérieur de cadres circulaires se trouvent des numéros qui vous indiquent combien de jours compter dans cette colonne latérale. La colonne des jours donne le point de départ. L'anneau supérieur donne le compte. Et la grande image au centre montre quel acte ou événement se produit lorsque vous arrivez à ce jour. C'est un système simple mais puissant. 10 pages peintes ont survécu toutes construites de la même manière. Les images sont franches, grées et dramatiques. Dieu captif, armes et sang. Elles marquent les moments où la lumière de Vénus était liée à des actes de guerre et de rituels. La première page survivante donne le ton. Un dieu appelé Kawil fait face à un captif lié. Vous pouvez voir la posture du prisonnier, la tête baissée, les bras liés. Sur le côté se trouvent les noms de jours sacrés et en haut se trouve l'anneau numéral qui fixe la date. Ensemble, ils marquent le moment exact où cet acte, la capture d'un captif, devait se produire. Il n'y a pas de mots superflus, pas de longues explications. La page suivante devient plus sombre. Un dieu de la mort remplit le centre du cadre. L'image seule indique au lecteur c'est le jour du meurtre. La troisième page répète la structure. Un captif à genoux fait face à un autre dieu que les chercheurs n'ont pas complètement identifié. Sur la quatrième page, Kawil apparaît à nouveau avec un autre prisonnier lié. La répétition est significative. Elle montre que la capture n'était pas un acte unique, mais quelque chose qui revenait à intervalles réguliers. La cinquième page montre une violence ouverte. Un dieu lié au soleil se tient avec un atlatèle, un lanceur de javelots, et envoie un projectile vers un temple. Ce jour-là, il y aura une attaque contre un bâtiment sacré. La sixième page est celle qui a le plus choqué les gens. Une figure squelettique, probablement le dieu de l'étoile du matin du centre du Mexique, tient une tête tranchée dans une main, là, une lame dans l'autre. Un corps tombé gîte en dessous. C'est la scène la plus choquante du livre. L'action est un meurtre. La septième page change de ton, mais garde la même logique. Un dieu se tient à côté d'un arbre lumineux, parfois appelé l'arbre brillant. Le style des vêtements et des symboles pointe vers une influence mexicaine centrale. Cette scène représente probablement une cérémonie ou une offrande plutôt qu'une violence. À la page 8, un guerrier serpent-oiseau transperce un temple montrant qu'une attaque est imminente. La 9e page apporte une autre capture. Un dieu en forme de colline vivante, une montagne personnifiée domine un prisonnier. Cette image apparaît souvent dans l'art mésoaméricain, où les montagnes étaient considérées comme des êtres divins. La 10e et dernière page montre à nouveau le dieu de la mort, cette fois visant un projectile dans l'eau et touchant une grande coquille. Maintenant que nous avons exploré ce qu'il y a à l'intérieur de ce codex, il est temps d'ouvrir les autres. Ce que les autres codex mayas révèlent sur un monde perdu. Commençons par le codex de Dresde en Allemagne. En 1739, un bibliothécaire nommé Johann Christian Goetz a acheté le livre à Vienne et l'a emporté à la Bibliothèque royale de Dresde. C'est ainsi qu'il a obtenu son nom moderne. Personne ne sait exactement comment il a voyagé du Yucatan à Vienne. Des écrivains ultérieurs ont supposé qu'il avait pu quitter le Mexique au XVIe siècle et passer par des collections royales avant de refaire surface à Vienne, mais il n'y a aucune preuve de cela. Ce qui est certain, c'est que Dresde le possède depuis le XVIIIe siècle et l'a gardé comme l'un de ses plus grands trésors. Physiquement, le codex de Dresde est une longue bande de papier d'écorce pliée en panneaux. La bibliothèque répertorie 35 feuilles peintes des deux côtés et 4 feuilles peintes d'un seul côté pour un total de 39. Chaque page mesure un peu plus de 20 cm de haut et environ 9 cm de large. Si vous dépliez toute la bande et l'étendez à plat, elle mesurerait plus de 3 à 5 mètres d'un bout à l'autre. L'œuvre est détaillée et délicate avec des lignes étroites, des hiéroglyphes denses et des cadres rouges soigneux qui encadrent chaque scène. À l'intérieur de ces cadres se trouve l'image la plus complète que nous ayons de la manière dont les Mayas liaient le ciel à la vie rituelle. Le codex de Dresde contient des tables qui suivent les planètes des almanachs, qui chronomètrent les cérémonies, et de courts calendriers qui tracent l'année. La bibliothèque le décrit comme un mélange de guides rituels, de tables astronomiques, de comptages météorologiques et de graphiques de divination, des pages couvertes de dieux et de signes de jours, chacun placé pour une raison. Ces pages sur Vénus sont célèbres dans le monde entier,
et il contient même des tables d'éclipses et des grilles numériques qui ont aidé les chercheurs ultérieurs à déchiffrer le calendrier maya lui-même. Mais la copie de Dresde porte des cicatrices de bataille. Lorsque la ville a été bombardée pendant la Seconde Guerre mondiale, le livre était stocké dans un sous-sol qui a été inondé. Plusieurs pages ont été trempées et la peinture s'est effacée. Certaines images survivent maintenant seulement parce que des chercheurs antérieurs avaient réalisé des fac-similés imprimés dans les années 1800. Les experts placent le codex de Dresde tard dans l'histoire maya. Dans la période post-classique, entre le début des années 1300 et le début des années 1500, la plupart s'accordent en à dire qu'il a été fabriqué au Yucatan. Vous pouvez voir le style régional et les costumes des dieux, les formes des signes de jour et la manière dont les nombres sont dessinés. Pour les lecteurs modernes, Dresde est la norme, c'est la référence qui montre à quoi devait ressembler un véritable livre plié. Maintenant, déplacez-vous vers l'ouest en Espagne et ouvrez le Codex de Madrid. Celui-ci a eu une vie plus confuse. Pendant des années, les gens ont pensé qu'ils regardaient deux manuscrits différents, le Codex Troano et le Codex Cortesianus. Ils étaient stockés séparément et catalogués sous différents noms jusqu'à ce que les chercheurs réalisent qu'ils étaient deux moitiés du même livre. C'est pourquoi les études plus anciennes l'appellent encore le Trocortesianus. Aujourd'hui, il est conservé comme un codex unifié au Museo d'América à Madrid, où il est considéré comme l'artefact le plus précieux du musée. La redécouverte est survenue bien plus tard que celle de Dresde. Dans les années 1860, les deux moitiés ont été retrouvées en Espagne avec des histoires de propriétés chaotiques avant d'être enfin réunies et enfermées dans un véritable coffre de musée. Par sa taille, seul Madrid est le poids lourd du groupe. Il comporte 56 feuilles de papier d'écorce peintes des deux côtés. Cela fait 112 pages au total. Chaque page mesure environ 23 cm de haut et près de 13 cm de large. Imaginez dérouler les deux bandes bout à bout. L'une mesure environ 2,4 mètres de long, l'autre plus de 4 mètres. Rassemblées, elles s'étendraient sur plus de 6 mètres, presque 2 fois la longueur de Dresde. Il est décrit comme un guide de travail pour les prêtres, un ensemble épais d'almanachs qui associe des jours spécifiques aux actes qu'une personne doit accomplir. Une page pourrait relier un ensemble de noms de jours à des rituels de sculpture ou de peinture. Une autre pourrait décrire comment se préparer à la pluie, chasser, planter des cultures ou s'occuper des abeilles. D'autres traitent de la guérison des maladies, de l'appel du vent ou de la bénédiction des outils avant le début du travail. Il y a aussi des tables du ciel, mais beaucoup moins que dans Dresde. Si Dresde se lit comme un carnet de laboratoire d'astronomie, Madrid ressemble à un calendrier chargé pour la vie réelle. Le musée dit que l'original est trop fragile pour être montré, donc les visiteurs voient un fac-similé parfait. Quelques pages ont même des réparations où des propriétaires ultérieurs ont recollé des zones déchirées avec du papier différent. Les études d'âge placent le Codex de Madrid dans la même fenêtre générale que Dresde. La période post-classique avant l'arrivée des Espagnols, la plupart des estimations se situent entre le milieu des années 1300 et le milieu des années 1400. Maintenant, voyagez en France pour le plus petit et le plus abîmé de tous, le Codex de Paris. Aujourd'hui, il repose à la Bibliothèque nationale de France. La bande mesure environ 140 cm de long et un peu plus de 23 cm de haut. Elle est pliée en 11 feuilles peintes des deux côtés pour un total de 22 pages. Les bords sont rongés et le revêtement de plâtre s'est détaché dans de grandes zones, surtout près des marges. Ce qui reste est le plus clair au centre de chaque page. Là où les dessins conservent encore leur couleur, les dommages en font l'un des plus difficiles à lire, mais suffisamment de contenu survit pour montrer sa structure et son objectif. Le Codex de Paris a une histoire qui ressemble presque à une scène de film. En 1859, le savant français Léon de Rosny travaillait à la Bibliothèque impériale de Paris lorsqu'il remarqua un manuscrit plié fourré dans un panier de vieux papier près d'une cheminée. C'est là qu'il l'a trouvé. La note qui y était attachée le liait à la collection de Juan Pío Pérez, un érudit du Yucatan. En termes de contenu, le Codex de Paris est différent de Dresde et de Madrid. Il ne se concentre pas sur de courts almanachs ou des tables d'astronomie dense. Au lieu de cela, il suit de longues périodes de temps les cycles mayas de 20 ans appelés Kayatuns. Chaque Kayatun dans le livre est accompagné d'une date d'un dieu régnant et de notes sur les cérémonies ou événements de cette époque. Au verso de la bande se trouvent d'autres séquences, l'une régie par le dieu de la pluie, une autre te montrant des prévisions pour les cultures et la météo, et une autre qui marque les jours de début de l'année solaire sur un cycle de 52 ans. Les deux dernières pages affichent un ensemble de 13 animaux disposés comme un zodiaque jaguar, cerf, serpent, oiseau et d'autres.
un chemin symbolique pour le mouvement du Soleil. Les chercheurs débattent encore de la manière exacte de le lire. Les experts estiment que le Codex de Paris a été fabriqué quelque part à la fin de la période post-classique, probablement entre les années Baron, il est d'art. Et 1450. Certaines études suggèrent qu'il pourrait être encore plus ancien, peut-être copié vers l'an 1045. Merci de votre attention. Maintenant, consultez les vidéos qui apparaissent à l'écran pour d'autres histoires incroyables.